Vendredi 29 novembre 2024, Morandini Live numéro 1548 sur CNews, première chaîne Info de France. Bonjour et bienvenue en direct. À la une, édition spéciale donc avec ces images que vous découvrez, images en direct de Notre-Dame de Paris, puisque nous allons vivre ensemble la première visite de la cathédrale en avant-première, avant l'ouverture officielle qui aura lieu le 7 décembre prochain. Vous le voyez, le président Emmanuel Macron est sur place et nous allons partager ce moment, cette visite avec nos invités, nos spécialistes, nos équipes également qui sont mobilisées. C'est donc le président de la République qui va nous servir de guide pendant cette édition spéciale. Dans un premier temps, vous le voyez, aux côtés de son épouse, aux côtés de la maire de Paris, aux côtés de Philippe Jost, qui est à la tête de l'établissement public chargé de la restauration. Et puis Emmanuel Macron va ensuite pénétrer, après s'être fait expliquer, comme vous le voyez sur ces images, la restauration de la cathédrale. Il va ensuite pénétrer au sein de cette cathédrale. Le chef de l'État va visiter la nef entièrement rénovée. Emmanuel Macron devrait ensuite marquer un arrêt devant la statue de la Vierge. Emmanuel Macron qui inspectera ensuite la voûte de la croisée du transept située sous la flèche de Viollet-le-Duc. Et puis parmi les différents points qui vont être abordés dans cette étape, le président observera, et on comprend pourquoi, le nouveau système anti-incendie qui a été installé pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Alors il y a beaucoup de choses à évoquer, bien évidemment, puisque je vous l'ai dit, il va y avoir un fameux discours qui va être prononcé dans la nef. Aujourd'hui, il ne sera pas prononcé le jour de l'inauguration, mais aujourd'hui un discours dans la nef, ça fait beaucoup parler. Il y a également une polémique sur les vitraux qui ont été changés alors qu'ils n'avaient pas été abîmés pendant l'incendie. Ils ont été changés à la demande d'Emmanuel Macron. On va en débattre avec nos invités que je vous présente. Le père Simon de Viollet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre à Paris. On a Marc Menant, forcément, journaliste. Je précise qu'il y a votre livre, hein, Ces destins qui ont fait l'histoire, aux éditions Lithos. Arnaud Benedetti est également avec nous. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et puis Odon Vallée, bonjour. Bonjour. Historien des religions. Merci également d'être avec nous en direct sur ce plateau. Je vous propose tout de suite de partir sur place. On va rejoindre Aymeric Pourbet, que l'on connaît bien, qui est sur place depuis ce matin. Vous l'avez vu dans la matinale avec Charles Baget. Bonjour Aymeric. Et c'est vrai que c'est un moment très important que l'on va vivre. Comment les choses vont-elles se dérouler et quelle est l'ambiance sur place ? Alors écoutez, bonjour Jean-Marc, effectivement c'est un moment assez exceptionnel parce que effectivement le président de la République, vous l'avez dit, vient d'arriver pour commencer cette visite qui va durer 2 heures et qui se conclura par un discours d'Emmanuel Macron, une allocution aux artisans qui ont contribué à la réussite de ce chantier. Et de fait, il faut saluer quand même la rapidité. En 5 ans, personne n'y croyait au départ et aujourd'hui ça va se dérouler sous nos yeux avec des images qui vont être transmises dans le monde entier et qui vont être éblouissantes, bien sûr, notamment la blancheur immaculée. Ce sont les témoignages que nous ont donné un certain nombre d'artisans que nous avons rencontrés il y a quelques instants. Et donc, Emmanuel Macron va les remercier et ça, c'est tout à fait normal. Alors, vous avez donné quelques étapes, effectivement, la nef, le chœur, la charpente. Mais en revanche, il n'est pas sûr que soit rappelé au cours de cette visite la destination, la vocation, la raison d'être même de cet établissement, de ce lieu qui est un lieu de culte avant tout, qui a été construit au XIIe siècle pour exalter la gloire et la grandeur de Dieu. Mais c'est vrai que là, on est plutôt dans le chantier, l'artistique, le culturel. Et le politique, hein, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Alors que la véritable ouverture, la véritable inauguration, ce sera la semaine prochaine, samedi et dimanche, avec une cérémonie liturgique prévue le samedi soir et une le dimanche, bien sûr, avec la messe inaugurale, qui véritablement sera la réouverture, puisque désormais, Notre-Dame redeviendra le lieu de culte qu'elle a toujours été au cours des siècles. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on va être ébloui par les images, mais je crois qu'il faudra vraiment attendre une semaine pour que Notre-Dame retrouve sa véritable raison d'être. Merci beaucoup Aymeric Pourbet. Et on va regarder ce moment important. C'est l'entrée, voilà. Première entrée dans Notre-Dame d'Emmanuel Macron et des caméras. Bien évidemment, on va regarder ce moment important. Voilà, première image de Notre-Dame qui a été totalement reconstruite, Marc Menant, qui a été totalement rénovée après ce terrible incendie.
Alors, c'est bien parce qu'on peut plonger. C'est en 1163, lorsque Louis VII, avec à ses côtés Alexandre III, le pape, dépose la première pierre. Alors on pourrait se dire, ça va durer presque un siècle et demi, l'érection de cette grande dame. Il n'en reste pas moins que dès 1182, le maître-autel est fini d'être installé et on a à ce moment-là des messes qui sont redonnées donc très 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 tôt. La cathédrale, avant même d'être terminée, est opératoire, si je puis dire. Effectivement, au Don-Vallée, c'est vrai que Émeric Pourbet le disait, on est sur un lieu de culte. Aujourd'hui, on va surtout parler architecture, en fait. Alors, vous avez tout compris. C'est-à-dire, avant, Notre-Dame était une paroisse. Normalement, il y a l'archevêque, ça doit être une paroisse. Moi, j'ai eu des camarades qui avaient été baptisés, qui avaient fait leur première communion, leur communion solennelle à Notre-Dame. Et puis, il y a un archevêque de Paris, je ne vous dirai pas lequel, qui a supprimé le côté paroissial. Il a donné la priorité au culturel sur le cultuel. Je vous interromps parce que cette image est magnifique. Regardez cette image qu'on est en train de voir. Cette image est magnifique. Voilà, je crois que c'est l'une des premières fois où on voit une image comme celle-là, et c'est une image superbe. Excusez-moi, Odon, mais c'est vrai que plus belle qu'avant. Cette image m'a fasciné. Elle est plus belle qu'avant, effectivement. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a malheureusement des procès qui vont sans doute s'ouvrir parce qu'il y a eu d'énormes erreurs qui ont été commises. Les seuls à ne pas avoir commis d'erreur sont les pompiers de Paris. Ils sont comme les pompiers de New York après le 11 septembre. Comment ils ont fait, c'est incroyable. Et puis je conseillerais aux responsables spirituels de Notre-Dame de bien se renseigner sur le Sacré-Cœur de Paris. Comment on arrive à avoir une équipe d'enfants de chœur, bon, c'est pas des enfants, ils ont 20 ans, d'une qualité pareille, qui ont souffert atrocement dans leur vie et qui sont ressuscités par la basilique. Vous voyez, hein. Mon Il faut du spirituel. Père Simon Violet, regardez, ces images qu'on est en train de voir sont super. Ça doit être une émotion pour vous quand même, de voir des images comme celle-là. Oui, bien sûr, c'est une émotion. Je pense que c'est une émotion pour tous les catholiques et pour toutes les pour tout le monde même, je pense. Oui, toutes les personnes. Oui, ça va beaucoup plus loin. Toutes les personnes qui sont attachées à Notre-Dame, ça va très très loin. Je rappelle que des pays qu'on n'imaginerait pas forcément, comme le Qatar, ont donné 20 millions d'euros, par exemple, pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Donc c'est vraiment un effort international et donc ça prouve que le monde entier est attaché à ce qui est beaucoup plus qu'un monument. Ici c'est intéressant parce qu'on voit non seulement la restitution du pavement du XVIIIe siècle, avant ça c'était un pavement un peu plus coloré, polychrome, et on a mis au XVIIIe siècle pour rajouter un peu de couleur ce pavement-là, mais surtout on est passé juste à côté d'un monument qui a une très très grande importance, c'est le baptistère. Là, vous voyez derrière nous, derrière la petite foule là, de dirigeants qui se déplacent dans la cathédrale, on avait ce premier monument qui accueille tout le monde, les touristes, les catholiques, les autres. C'est Guillaume Bardet qui l'a façonné et qui nous montre que tout commence aussi par le baptême dans l'église. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images ? Moi, j'ai des souvenirs très, très nombreux, comme tout le monde. Je me souviens quand j'étais louveteau, je vendais des calendriers devant Notre-Dame à 8 ans. J'ai été ensuite, bien plus tard, j'ai servi la messe là-bas pendant presque 10 ans, oui, avant de rentrer au séminaire. À cette époque, je ne pensais pas du tout que je serais prêtre, mais comme quoi, en fait, il y a des surprises aussi. Et en fait, cette grande dame m'a vraiment porté aussi dans ma spiritualité, beaucoup plus que l'aspect touristique, que l'aspect patrimonial. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir également. Le fait qu'aujourd'hui, les Français, voilà, on voit, je suppose, avant et après, et on voit à quel point, aujourd'hui, c'est magnifique ce qui a été fait. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de dire que, et admirer ce qui a été fait, parce que le travail est incroyable. Arnaud Benedetti, c'est vrai que c'est un pari gagné pour le président de la République. Il avait dit, on va rebâtir en 5 ans. Dans 5 ans, cette cathédrale va réouvrir, et c'est le cas. Vous voulez me faire dire qu'il n'a pas tant de motifs de satisfaction et qu'il en a un avec, en effet, la réception de ses travaux. En tout cas, au moins, il en a un. Il a raison d'ailleurs de s'en réjouir, parce qu'en effet, beaucoup doutaient. C'est vrai que quand il avait annoncé
pensait qu'on tiendrait les délais quoi qu'il en coûte, si je puis dire, pour reprendre une expression qu'il utilisera d'ailleurs quelques mois plus tard au moment de la crise sanitaire, d'une certaine façon, oui, ça, on peut porter clairement à son crédit cette réussite-là, avec manifestement une conduite avec un chef de projet et des chefs de projet qui ont su tenir les délais, ce qui est quand même toujours difficile lorsqu'on se lance dans ce type d'opération, parce que quand même, quand vous vous lancez, c'est comme un grand programme, si vous voulez, c'est comme un grand programme technologique, d'une certaine manière, de reconstruire, parce qu'on a quand même on n'a pas vraiment reconstruit, on a restauré d'une certaine manière, parce que le bâtiment, fort heureusement, ne s'était quand même pas effondré. Ça, c'est quand même, je veux dire, la réussite des pompiers, en l'occurrence, que vous avez largement évoqué dans le reportage précédent. Mais c'est vrai que c'était pas évident de tenir les délais. Et là, pour le coup, forcément, on ne peut être qu'admiratif pour tous ceux qui ont, disons, travaillé à l'édification de cette œuvre. Marc Menant. 80 métiers, 500 personnes qui, au quotidien, étaient là, en fourmilière, à travailler pour cette restauration. 1500 répartis dans toute la France, parce que il y avait le travail sur place, mais également les éléments que l'on préparait à distance. Par exemple, la forêt, la fameuse forêt, a été travaillée en Normandie dans les ateliers Perrault, également dans un autre atelier, les ateliers d'Hermont. Eh bien, là, il fallait tailler, il fallait retrouver des gestes ancestraux. Et certains, d'ailleurs, il a fallu les imaginer, car ce savoir-faire avait disparu. C'est extraordinaire ce qu'ont réalisé les hommes. Il fallait une mentalité de conquérant, digne de nos ancêtres, ceux qui avaient eu cette ambition invraisemblable d'ériger ce temple pour rendre hommage à Dieu. Alors n'oublions pas Maurice de Sully, qui est celui qui avait fait germer ce projet invraisemblable. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'on ait retrouvé à notre époque, dans la modernité, cette capacité et ce souffle constructeur. Bravo à ces hommes-là au quotidien et qui ont pris des risques énormes. N'oubliez pas qu'il y avait des astronautes. J'avais l'impression qu'on risquait de voir tomber des éléments qui viendraient donc écraser les hommes. Regardez ces voûtes. Enfin, honnêtement, la voûte est magnifique. Ces images sont magnifiques. Ces images qu'on vous montre depuis 10h30 sont vraiment des images magnifiques. On imagine le travail qui a été réalisé. Ces artisans qui se sont mobilisés. Regardez, enfin, honnêtement, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et je le disais, mon père, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit catholique ou pas, on ne peut être qu'en admiration. Et ces images, en plus, regardez, avant et après, voilà, on voit. On ne peut être qu'en admiration. Et je pense que, je vais vous dire, je pense que l'émotion, elle est même chez les non-catholiques aujourd'hui. C'est plus que de l'admiration. Marc, vous moi, Olympie, à côté du Père. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, moi, je pleurais le jour de l'incendie. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, parce que au-delà, c'est ce que disait Odon Vallée, c'est-à-dire au-delà de l'aspect culturel. Il y a une culture, il y a un élan. En 1163, cette mobilisation d'un peuple pour offrir cet écrin de prière, mais c'est un investissement invraisemblable. Les hommes n'avaient presque pas de moyens techniques. Il fallait inventer au quotidien les éléments qui permettaient de voir petit à petit, c'est-à-dire, c'était un défi tellement invraisemblable que ceux qui donnaient leur sueur et parfois leur sang ne verraient jamais la conclusion. Vous imaginez comment, à notre époque, on veut toujours voir la fin. Là, non. Vous étiez simplement dans la manifestation d'un engagement plus grand que vous, comme si c'était une façon, effectivement, d'être digne de la transcendance. Mon père, quand on voit ces images, quand on voit le travail qui a été fait, je le disais, qu'on soit croyant ou pas, il y a une forme de frisson qui nous traverse en voyant ça. En fait, on est tenté de dire presque bienheureux incendie, parce que ça nous a donné ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui n'aurait jamais été possible. Je rappelle qu'en 2017, l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, avait demandé à ce qu'il puisse y avoir une restauration du monument. Il avait chiffré à 100 millions d'euros à l'époque, ce qui était considéré déjà comme considérable, sur 20 ans. 100 millions d'euros sur 20 ans, parce que tout s'effondrait un peu, dans le chevet, dans des endroits un peu inaccessibles aussi. Et là, on voit que 843, 848, je ne sais plus, millions d'euros, dont une très grosse partie a déjà été utilisée, mais il reste
un peu plus de 140 millions d'euros, qui vient presque intégralement du mécénat privé, du mécénat particulier, et qui nous donne aujourd'hui une cathédrale comme on ne l'a pas vue sans doute depuis, même avant Viollet-le-Duc, parce qu'il n'y avait pas eu cette restauration aussi radicale de l'intérieur de l'édifice. Et Arnaud Benedetti, on peut également préciser que cette restauration, si elle a pu avoir lieu, c'est aussi parce qu'il y a eu des dons. C'est-à-dire que les Français se sont mobilisés, des entreprises se sont mobilisées, de riches donateurs également ont donné de l'argent, tous ces riches qu'on déteste et que la gauche déteste, ils ont donné de l'argent pour restaurer cette cathédrale. C'est aussi grâce à ça, c'est grâce tout ça, c'est un peu le fruit finalement des Français qui se sont mobilisés. 340 000 donateurs de 150 pays. C'est intéressant parce que ça montre comme quoi des lieux qui sont des lieux de plus que des lieux de mémoire, parce que c'est des lieux de transmission qui vont d'ailleurs au-delà du religieux, parce que c'est un lieu historique, mais qui est profondément imbriqué avec le religieux. Et ce que vous disiez était très intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de transcendance qui est à l'origine finalement de la construction de cette cathédrale, comme vous l'avez très justement rappelé, parce que in fine, le rapport au temps, à cette époque, n'était pas le même. Ces gens qui, en effet, et vous avez raison de le dire, construisaient ces cathédrales, savaient qu'ils ne verraient pas la fin du chantier. Mais ils avaient un rapport au temps qui était un rapport au temps qui était frappé par la transcendance. Et donc, si les angoisses qui sont les nôtres n'étaient pas les leurs, manifestement. Mais pour revenir à votre question, je crois qu'en effet, c'est ça, c'est que ce lieu est extraordinaire. Ce lieu est aussi le symbole de la France. Il ne faut jamais l'oublier. C'est un symbole religieux, c'est un lieu de culte, mais c'est aussi un lieu historique. Et c'est ce qui explique aussi, d'une certaine manière, la mobilisation et l'émotion qui a été produite par cet incendie au moment où cet incendie s'est produit. Et finalement, la mobilisation à la fois des moyens de l'État, mais la mobilisation des moyens de l'État pour mobiliser des moyens qui n'étaient pas ceux de l'État et permettre justement le retour à la vie pleine et entière, spirituelle, bien évidemment, parce que c'est d'abord sa vocation, mais aussi quand même, j'allais dire, historique de cette cathédrale. Odon Vallée. Alors, si on était ici il y a 5 ans, on aurait dit du mal de Notre-Dame. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que la Fondation du patrimoine a dit très justement, on dépense des millions, des centaines de millions, et trop d'argent pour Notre-Dame, alors que dans les diocèses, il y a des... Mais c'est incroyable de voir des églises qui sont en train de s'écrouler. Bien sûr. De s'écrouler, je dis. On est obligé de les fermer. Moi, je connais un diocèse de campagne, si l'on veut dire, à Gap et Embrun, où il y a un excellent évêque, mais je dis toujours, qu'est-ce que je fais de ma cathédrale? Ça va s'écrouler. Alors, il faut dépenser de l'argent, mais où prendre l'argent? Parce que les églises, avant 1905, c'est la commune. Mais la commune, elle ne va pas payer des fortunes. Et là, quand on disait, mais on va... les riches, les grandes entreprises, c'était 800 millions, voyez-vous, 500 millions. Alors là, et la Fondation du patrimoine, j'avais fait une dizaine d'émissions avec eux, y compris chez vous. Et on disait, mais ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, il faut voir que l'argent condamne à mort, je vais dire, allez... entre 5 et 10 000 églises. Ouais. Le manque d'argent. Le manque d'argent les condamne à mort. D'ailleurs, Roselyne Bachelot, si je ne m'abuse, Roselyne Bachelot avait dit qu'il va peut-être falloir en détruire certaines parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de les financer. C'est ce qu'elle avait dit, Marc Menon. Oui, d'accord, mais... Moi, ce qui m'avait fait bondir, parce qu'on ne détruit pas une église. Pour moi, qu'on ait de l'argent au pont, on ne détruit pas une église. Au contraire, c'est à nous de faire des efforts pour maintenir ces églises. Mais là, on s'est sentis tous concernés. Ouais. 340 000 personnes. C'est extraordinaire, mais on pourrait estimer qu'à l'échelon d'une commune, d'une région, il y ait le même engagement. Tout à chacun, même s'il n'est pas de confession, peut se sentir concerné par le tintement des cloches. On vit selon les cloches. Il ne faut pas oublier que le clocher régissait l'existence. Le moindre événement, même le repère dans le temps, c'était l'égrainement par les cloches. S'il y avait un incendie, c'était les cloches. La moindre information, c'était ce raisonnement qui venait. N'oubliez pas non plus que ce n'est pas la première fois que notre grande dame a failli
disparaître dans les flammes. En 1265, il y a eu un premier incendie et un premier miracle, si je puis dire. C'est-à-dire que pour les croyants, ils peuvent voir là une sorte de manifestation du plus grand que soi, de la transcendance, pour reprendre le mot, de Dieu, une sorte de bénédiction. Et ça nous rappelle quoi? Louis XIII. Louis XIII qui avait voué la France à la Vierge Marie. Louis XIII, dont les entrailles et celles de son fils Louis XIV avaient été placées dans le cœur de Notre-Dame. C'est extraordinaire. Et c'était les entrailles de Louis XIII, le père, face aux entrailles du fils Louis XIV. Alors là, juste avant, on s'arrête un instant sur l'image de Louis XIII. C'est très important. S'il vous plaît, juste je voudrais, parce qu'on a entrevu, alors j'espère qu'on va la revoir en plein pot, mais cette image, mon père, elle est très importante, Père Simon de Viollet. Voilà, expliquez-nous. Oui. Alors là, on a devant nous la Vierge du Pilier. Très souvent, trop souvent, on dit que c'est Notre-Dame de Paris, mais c'est l'usage qui a voulu ça. La vraie statue Notre-Dame de Paris, elle est derrière, collée à la porte du cloître, et l'enfant Jésus qui est dans ses bras a été décapité à la Révolution. Mais cette Vierge du Pilier, qui date du milieu du XIVe siècle, elle était dans la petite chapelle Saint-Aignan, dans le quartier des Chanoines, sur l'île de la Cité, et elle a été transportée à Notre-Dame après la Révolution, en 1818, pour être sur sa façade. Et c'est seulement Viollet-le-Duc qui a pris cette magnifique statue pour la poser en 1855 ici, statue devant laquelle Paul Claudel s'est converti à Noël 1886. Je l'ai vu, je suis ressorti croyant. En un instant, je crus. On se souvient de cette phrase extraordinaire. Et là, on voit l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, qui a été nommé dans la ville en avril 2022, qui est en train d'expliquer, de montrer ce monument tellement important, qui a voyagé dans la ville, qui s'est baladé et qui maintenant trouve sa place à côté du nouveau maître-autel de Guillaume Bardet. Audon Vallée, sur le rôle de cette statue, c'est vrai que c'est important aujourd'hui, et on voit d'ailleurs cette espèce de silence, de silence qu'il y a, et de ce regard qui est jeté par à la fois Emmanuel Macron, à la fois les personnalités qui sont là. Oui, alors sur le plan de l'architecture, le travail qui a été fait est d'une qualité exceptionnelle. Je pense, pour comprendre ça, il faut aller en Italie et voir que l'Italie, sans l'architecture exceptionnelle, Michel-Ange par exemple, quand un pape est élu, pour le conclave, là, on voit les œuvres de Michel-Ange, y compris les femmes à poil, etc. Mais, bah oui, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. La Renaissance, Audon Vallée. Mais oui, mais là, je pense qu'il y a une qualité très fine qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Les plus grandes cathédrales de France, et les plus belles, il y a évidemment Bourges, il y a aussi Amiens. Le Puy-en-Velay. Oui, non, mais c'est pas la même taille. Amiens, c'est chez Macron, pour le coup. Oui. Non, mais, ça, oui. Et c'est probablement l'une des plus belles d'Europe. Et je pense que là, on a rajeuni la beauté. Ah, c'est joli, c'est une belle expression, ça. On a rajeuni la beauté, effectivement, c'est ce qu'on on peut l'a dire. illuminé, oui. Allez-y, mon père. C'est juste pour dire que là, on voit Guillaume Bardet, donc celui qui a pris en charge la responsabilité de créer le nouveau mobilier liturgique, l'autel, aussi beaucoup de vases sacrés pour la messe, et qui est en train d'expliquer au président de la République, à côté du recteur Olivier Ribadeau-Dumas, qui a été nommé en 2022, un peu son esprit, sa volonté de poser cet autel, qui a une forme un peu originale, un peu particulière, mais qui est beaucoup plus gros. Au début, on avait dit oui, il est un peu petit, c'est bizarre. Et puis en fait, il l'a fait un peu plus gros. Donc là, je pense qu'on va avoir des surprises quand on va commencer à célébrer sur cet autel. Il y a la ministre de la Culture, bien sûr, Rachida Dati, la maire de Paris, qui se tiennent à prudente distance l'une de l'autre. Et puis d'autres... Mais alors, mon père, dites donc, vous pouvez être parfois... La paix du cœur, mon père. Notre-Dame rassemble. J'aime beaucoup. Je pense que je vais vous embaucher, mon père. Mais juste, vous pensez quoi de l'hôtel? Je suis un peu sceptique sur l'hôtel, mon père. Écoutez, ça a fait beaucoup discuter. Moi, je pense que dans tous ces concours, ce qui est très important, c'est de faire preuve de la plus de transparence possible. Alors, la transparence absolue, c'est la dictature absolue, disait Pierre Péan, mais c'est important quand même de garder en tête que
en fait, les catholiques et au-delà, les Français, les Parisiens ont quelque chose à dire, y compris sur tous ces concours qui parfois semblent faits un peu derrière le rideau. Alors là, on a découvert tous ensemble un projet qui est... Alors, il parle de noble simplicité, voilà. C'est un peu l'expression qui revient. C'est vrai que... C'est pas un peu trop moderne? Alors, je repose la question autrement, c'est pas un peu trop moderne? Après, les goûts et les couleurs, hein, mais, est-ce que c'est pas un peu trop moderne? Mais sauf que Notre-Dame n'a cessé de renaître. Notre-Dame n'a cessé de se refaire une beauté, une illumination. Et n'oubliez pas qu'au moment de la Révolution, elle souffre tellement qu'elle tombe en déshérence. Elle devient une écurie, elle devient un entrepôt, et on envisage de l'abattre. C'est quand même incroyable. Et les vitraux étaient tellement étriqués que c'est sous le baron Haussmann, enfin sous l'époque de Napoléon III, qu'on brise tout pour lui donner cette capacité d'accueillir la lumière. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer que Notre-Dame était un lieu sombre. Et la lumière n'a pénétré qu'au 19e siècle. Vous voyez, donc il y a constamment ces reconstructions qui se font. Et à mon sens, c'est... Alors moi je dois être trop classique, parce que pour moi un hôtel, voilà, c'est pas vraiment comme ça un hôtel, mais je dois être trop classique dans mon éducation religieuse peut-être, hein, mais là c'est presque un bureau, quoi. J'ai le sentiment presque de voir un bureau un peu moderne, vous voyez, regardez, voilà. Oui, mais il va y avoir des cierges, il va y avoir plein de choses, un crucifix. Voilà. C'est peut-être moi le vieux con, hein, y a pas de souci, hein. Non. Je le disais déjà hier, Audin Vallée me dit non, ça me rassure. Je pense que vous avez raison sur un point, c'est que cette forme circulaire est quand même un peu bizarre. Mais peut-être on va bien sûr l'améliorer. Faut l'habiller, oui. Mais vous n'avez pas tort. Bon. Arnaud Benedetti. Pourquoi ça nous rassemble? Parce que finalement, dans l'imaginaire français, vous avez... 4-5 lieux qui sont des lieux d'unité. Juste pardon, on peut commenter ce qu'on est en train de voir, mon père? Pas encore le baptistère, vous voyez, il a fait surgir une espèce de croix dessus. Alors c'est le couvercle, hein, ce qui est un peu immédiatement brillant là sur la surface. On ne sait pas trop, ça imite un peu le reflet de l'eau, ou plutôt du soleil, de la lumière sur l'eau. Ça a été très bien poli d'ailleurs, et ça va être retiré à chaque fois qu'on devra baptiser quelqu'un, parce qu'on a bien l'intention de continuer à baptiser des personnes. Lui aussi, il est complètement moderne. Oui, on a bien vu. Je sais pas pourquoi. Alors c'est étonnant. Oui. Moi c'est le contraire. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que l'hôtel me choque moins que le baptistère. J'espère qu'on va pouvoir revoir le baptistère. Et là, la croix, mon père, qu'on est en train de voir également. La croix de gloire de Couturier. Alors celle-ci, elle a été posée en 89. C'est une croix qui est couverte de feuilles d'or et qui a été voulue par le cardinal Lustiger, qui a fait un peu l'un des derniers, plusieurs fois, quelques grands chantiers dans la cathédrale, celui de 89, celui de 2004, où on a changé aussi la disposition du chœur. Cette croix, elle est importante, parce que quand Notre-Dame a brûlé et qu'on a ouvert les portes, souvenez-vous, tout le monde a en tête cette image où tout d'un coup, au fond, on voit cette croix qui, toute lumineuse, qui accueille tout d'un coup les gens qui sont effarés à l'intérieur, y compris le président de la République. Arnaud Benedetti, je voulais couper la parole. Non, juste, dans l'imaginaire français, vous savez, il y a 4-5 lieux qui sont des lieux d'unité. Pourquoi tout à l'heure on avait ce débat sur le patrimoine? En fait, Notre-Dame de Paris, c'est aussi cette idée que la France construit son unité par un centre politique. Et ce centre politique, qu'on le veuille ou non, c'est Paris en la matière. Et ces lieux d'unité sont extrêmement importants. Vous avez quoi? Vous avez Notre-Dame, vous avez le Mont-Saint-Michel, des lieux religieux, vous avez la Tour Eiffel, évidemment, vous avez Versailles, vous avez 5 lieux qui sont en effet des lieux qui fédèrent. Le premier à l'heure actuelle, c'est le Sacré-Cœur avec 12 millions de visiteurs. Oui, peut-être, mais dans l'imaginaire, ce qui est autre chose, l'imaginaire, ça ne se quantifie pas forcément. C'est ce qui reste véritablement, je veux dire, dans l'histoire et j'allais dire presque dans l'iconographique et l'iconographie mentale qui est la nôtre, vous avez ces lieux qui sont absolument essentiels. Et d'ailleurs, c'est des lieux qui fédèrent beaucoup plus. Le Sacré-Cœur fédère un peu moins historiquement pour des tas de raisons qui sont liées à l'histoire du 19e siècle et notamment à l'histoire de la commune, comme vous le savez. Non, non. Mais si, le Sacré-Cœur n'a rien à voir avec la commune. Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec vous. Si vous énervez Audin Vallée, vous avez raison, mais vous savez très bien qu'il y a un débat. C'est le problème du roi. De l'empereur Napoléon III, qui avait une maladie de la pierre et qui s'est fait battre à Sedan.
Et c'était ça. Vous avez raison, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une controverse. Vous le savez. Non, mais Elle vaut rien. Mais elle existe en tout cas. Donc, il y a les archives qui montrent le contraire. Et moi, je suis très lié au 18e arrondissement. On peut prouver par A et plus B que le Sacré-Cœur n'a rien à voir. Alors, on ne vous entend pas assez suffisamment. Odon Vallée 1, Arnaud Benedetti 0. Non, pas du tout zéro. On va revenir sur Notre-Dame. Marc Meudon. Alors déjà, elle est sortie là aussi, elle est d'un écrin qui l'étouffait, un écrin de pierre, parce que la cathédrale jusqu'à Haussmann, elle était comme emmurée. Et il a fallu abattre toutes les maisons autour, abattre l'ancien hôtel-Dieu pour qu'enfin elle apparaisse dans sa splendeur. Et ce qui est étonnant, qu'elle a été dès sa naissance l'un des premiers points de passage pour les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et n'oubliez pas, la capitale, à l'époque, c'était 25 000 habitants. Oui. 25 000 habitants. Donc, c'était démesuré d'envisager, pour une cité aussi petite, ce lieu de splendeur. Et pourquoi ? Eh bien, parce que, justement, c'était pour accompagner ces pèlerins. Ça montre bien cette force qui catapulte les uns et les autres et qui vous aspire en quelque sorte quand vous vous trouvez devant la porte et que vous entrez. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai hâte de m'y rendre. Je crois qu'on a tous hâte d'y aller, hein, vraiment. C'est incroyable. Vraiment. Et surtout, en plus, en regardant les images là, on est en train de voir, c'est en direct, hein, je le rappelle bien évidemment, ces images sont en direct de Notre-Dame avec cette dernière visite de Notre-Dame avant sa réouverture. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est sur place pour regarder. Alors là, c'est intéressant. On est en train de voir les vitraux, justement, ces fameux vitraux, Arnaud Benedetti, qui ont fait l'objet d'une polémique. Oui, mais enfin, de toute façon, il y a toujours des controverses dans l'histoire. Non, mais est-ce qu'il fallait les changer, ces vitraux ? Je n'en sais rien, je n'ai aucune... Alors, vraiment, franchement, je n'ai aucun avis sur la question. Je laisserai les spécialistes s'exprimer. En tout cas, moi, je trouve qu'esthétiquement, c'est plutôt réussi. Oui, non, mais là, il y a toute une partie de vitraux. Ça, c'est les anciens qu'on a vus, là. Ça, c'est les anciens qu'on a vus. Tout à fait, ça, c'était les anciens. C'est-à-dire que, sous la pression d'Emmanuel Macron, quelques conciliations ont été obtenues qui font que aujourd'hui, il y a d'autres vitraux qui sont extrêmement plus modernes. Mais ne pas oublier aussi tout le travail de réflexion qui est celui de Viollet-le-Duc. Pourquoi on les a changés, ces vitraux, alors qu'ils avaient été épargnés ? C'est là où on a du mal à comprendre, parce qu'ils avaient été épargnés, ils ont été restaurés, et Emmanuel Macron a souhaité les changer. Visiblement, ils avaient échappé à l'incendie de 2019, ils étaient en bon état, et Emmanuel Macron a voulu en faire des vitraux modernes. C'est parce que Emmanuel Macron se prend pour Jupiter, et que Jupiter, c'est le temple qui était là avant l'église, la cathédrale Saint-Étienne, et par conséquent, Jupiter voulait que sa patte apparaisse. Vous voyez, c'est une sorte de mégalomanie. Bah oui. Non, mais il a toujours existé là-dessus. Vous savez très bien. Non, mais c'était bien. Non, mais pourquoi on change quelque chose qui est historique ? C'est là où je comprends pas. Vous savez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que dans ces deux quinquennats, finalement, il n'y a pas eu de grand chantier, à la différence de François Mitterrand. Il y a finalement, c'est son grand chantier, d'une certaine manière. Pompidou, c'était le centre Pompidou. Chirac, le quai Branly. Mitterrand. Surtout Mitterrand. Donc, Père Simon de Viollet, ces vitraux, il fallait les changer pour vous ? Alors attention, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils n'ont pas encore été changés. Ils vont l'être. Ouais. C'est en réflexion, c'est tout un projet. Madame Bachelot était contre, le président était pour. Le diocèse de Paris a une place au comité artistique, mais attention, c'est surtout une décision qui va revenir au chef de l'État. Donc il faut prendre ça avec prudence. Ils n'ont pas été changés. Les vitraux n'ont pas été changés. Pas encore. Ceux dont on parle, ce ne sont pas du tout les magnifiques rosaces historiques, bien sûr. qui ne seront évidemment pas touchés, qui ont été restaurés avec un art extraordinaire, mais ce sera des vitraux. Quand on rentre dans la cathédrale, s'ils sont changés, si ça se fait, ce sera sur la droite. Donc il y aura toute une série de grisailles, Viollet-le-Duc du 19e siècle, qui sont prévues d'être changées. Mais attention, vu que c'est très sensible, que beaucoup de gens sont très hésitants, voire complètement opposés à ça, il faudra le faire, à mon avis, dans la plus grande transparence pour éviter qu'on ait une mauvaise surprise. J'ai vu que Buren était l'une des personnes qui proposait, par exemple, un projet pour remplacer ces vitraux. Il faudra que ce soit figuratif. Mais pourquoi juste, excusez-moi,
excusez-moi mon père, moi la question que je me pose, c'est même pas sur le choix, c'est pourquoi les remplacer alors qu'ils n'ont pas été touchés par l'incendie. C'est là où je ne comprends pas en fait. Parce que c'est une occasion. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des occasions dans l'histoire. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein. Je dis que c'est une occasion. Vous avez eu au XXe siècle des changements de vitraux importants, hein, dans les années 60, milieu des années 60, en hauteur dans la cathédrale, quelque chose de très moderne qui a remplacé des vitraux du XVIIIe siècle, qui n'avaient aucun intérêt, c'était juste des vitres blanches. Mais quand même, il y a eu ça. Et au XIXe siècle, le Viollet-le-Duc a restitué tout un tas de vitraux de l'époque soi-disant médiévale, donc on n'avait pas de dessin, il a vraiment improvisé quelque chose en s'inspirant des autres cathédrales. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est l'idée de pouvoir, puisque de toute façon la flèche a été refaite à l'identique. Donc l'idée, c'est de pouvoir laisser une marque, mais la plus petite et maîtrisée qui soit, de l'époque, dans Notre-Dame de Paris. Moi, je reste sceptique sur le fait de remplacer des choses qui ne sont pas mais vous avez raison. abîmées. Oui, mais c'est mon côté encore vieux con, ça fait deux fois vous êtes vieux con, vous vieillissez. Deux fois en 40 minutes, je prends un sacré coup de vieux aujourd'hui. Non, mais si vous voulez comprendre l'histoire des vitraux, il faut aller à Chartres parce que c'est là qu'il y a vraiment une connaissance du vitrail sans égal, non pas en France, mais en Europe et peut-être dans le monde. Moi, j'avais une boursière qui a fait, tenez-vous bien, en 2 ans, un quart de vitrail, c'est tout. Il n'y a rien de plus difficile que le vitrail, et le vitrail est fragile. Il y a une raison pour laquelle... Mais justement, là, ils ont tenu à l'incendie. Tous. Ils ont tous tenu. Donc, il ne faut pas y toucher. Enfin, c'est un signe. Excusez-moi. Mais ils étaient relativement récents. C'est un signe qu'ils tiennent les vitraux, excusez-moi. Alors que c'est fragile, comme vous le dites. Non, mais comme me disait le père, les rosaces, elles étaient très anciennes. Les autres, nombre de vitraux étaient relativement récents. Tout à l'heure, je vous parlais du délabrement de Notre-Dame au moment du sacre de Napoléon. La cathédrale est tellement délabrée qu'on crée un faux décor, c'est-à-dire que c'est un hangar et Napoléon, qui dans sa mégalomanie à sa façon aussi, fait en sorte qu'elle existe dans une fausse splendeur. C'est un décor de carton-pâte. Dans sa légende. Pardon ? Je dis dans sa légende plus que dans sa mégalomanie. Oui, non, mais il prévoit sa légende, donc il est mégalo. Mon voisin a raison. A raison 200%. Donc, à partir de là, vous voyez, il n'y a pas véritablement de transgression. L'important, ce sont les grandes structures, qu'elles restent dans ce qu'elles nous offrent. Moi, j'aime beaucoup le mot souffle, et en particulier quand on est dans des édifices qui nous touchent autant. On n'entre pas à Notre-Dame sans être saisi. Il y a quelque chose qui vous cueille. Et l'important, l'essentiel, c'est que cela demeure. Sinon, ça n'a aucun sens. Alors, des petites astuces, que le président est un caprice. C'est pas la première fois. Ce n'est pas ce qui gêne le plus. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un caprice sur Notre-Dame de Non, Paris? Je pense pas. Enfin, excusez-moi. Mais aujourd'hui, à l'Élysée, il a eu des caprices. Il a refait beaucoup de pièces. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été refait. Moi, ça ne me dérange pas. C'est l'Élysée. Mais Notre-Dame de Paris, excusez-moi. Mais aujourd'hui, c'est un caprice. Sinon, il n'était pas question qu'il tienne parole à l'intérieur de l'Élysée. François Mitterrand décide d'implanter la pyramide dans la cour du Louvre. Il y a des polémiques qui sont des polémiques à n'en plus finir. Et aujourd'hui, qui conteste finalement que ce choix, in fine, fait partie de cet ensemble que constitue le Louvre, sans le remettre en question. Donc, même les colonnes de Buren, au Palais Royal, souvenez-vous, les polémiques. Donc, je crois que c'est des polémiques qu'on a sur le moment, et puis finalement, l'histoire, le temps faisant, tout cela se métabolise. Alors, je voudrais l'avis dans un instant du père Simon de Violet, parce que j'ai pas compris s'il était pour ou contre le fait qu'on change. Je sais pas si vous avez le droit de vous prononcer. C'est normal que vous n'ayez pas compris, parce que je ne l'ai pas dit. D'accord. Vous allez me dire, après, on va regarder ce sujet justement sur la polémique autour du concours sur les vitraux et sur le changement de vitraux. Regardez. C'est une modification de la cathédrale de Notre-Dame qui ne passe pas. Dans le cadre de la restauration du monument, Emmanuel Macron souhaite remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains, malgré l'avis défavorable de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le ministère de la Culture a même publié dans un communiqué la liste des 8 finalistes retenus, ce qui relance la polémique. Vous savez, quand il y a un geste de modernité, ça, évidemment, ça suscite un petit peu de réaction. Ça a été la volonté de l'Église et de Monseigneur Ulrich qui ont demandé au président de la République. Sur la commission, ça n'est pas une commission qui a statué sur le fond et sur la création en elle-même.
ça a été sur le principe. Ça n'a pas été une décision à l'unanimité, puisque certains membres se sont abstenus. Les milieux du patrimoine et de l'architecture sont vent debout contre cette proposition. Une pétition a même été lancée. Ces vitraux n'ont pourtant subi aucun dommage durant l'incendie et sont par ailleurs des œuvres protégées. Depuis le début de la restauration, la cathédrale a été restaurée dans l'état Viollet-le-Duc, qui est l'état classé monument historique, je le rappelle. On s'est battu pour que la flèche ne soit pas refaite n'importe comment, et donc elle a été refaite à l'identique, c'est-à-dire qu'en fait la cathédrale a été restaurée à l'identique, ce qui correspond d'ailleurs aux engagements de la France par la Charte de Venise. Ce qu'on demande maintenant simplement, c'est qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent pour remplacer des vitraux qui existent, qui sont en bon état et qui vont parfaitement dans ce lieu. Les projets seront rendus en novembre et le lauréat choisi par l'archevêque de Paris et le président de la République pourra être annoncé au moment de la réouverture de Notre-Dame de Paris le 8 décembre prochain. Attendez, il vole la parole. Allez-y, je voulais pas parler au père Simon de Viollet, mais allez-y. C'est le vrai mot qui veut dire quoi? L'Esprit Saint. Donc c'est spirituel avant tout. Père Simon de Viollet, vous pensez quoi de ce changement? Écoutez, moi je ne suis pas forcément opposé à 100% à l'idée de mettre une marque, parce que je crois volontiers que même à notre époque, il peut y avoir quand même un souffle artistique. C'est possible. C'est pas parce que c'est souvent très clivant que ça le sera aussi forcément avec Notre-Dame. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est important de le faire avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de transparence. On verra un peu qu'est-ce qu'il en ressort. Le diocèse de Paris n'a qu'une petite part dans tout ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est beaucoup pris en charge par de nombreuses personnes, y compris Bernard Blisten, donc le conservateur général du patrimoine, et c'est une consultation. Donc on attend de voir un petit peu ce qui va en ressortir. Je pense qu'on va peut-être avoir des surprises, j'espère pas trop, bon, on verra. Mais vous êtes un peu sceptique quand même. En fait, dès que quelque chose sort, ça fait tout de suite une polémique. Donc moi, ce qui me rend sceptique, c'est l'idée qu'il puisse y en avoir une et que les gens vont encore se mettre un peu... Oui, parce que, non, mais c'est intéressant parce que pour vous, en fait, la cathédrale, ça doit être et comme toutes les églises d'ailleurs, c'est un lieu d'unité. Il ne devrait pas y avoir de... Je comprends ça dans votre discours, en fait. Il ne devrait pas y avoir de polémique sur quoi que ce soit autour de la cathédrale, c'est ça? Oui, mais c'est quasiment impossible. Parce que si c'est un monument qui appartient à 67 ou 8 millions de Français, plus à tous ceux qui débordent... Parce que, imaginez-vous, quand on a fait des projets pour mettre des bancs dans Notre-Dame, des bancs avec des petites lumières, un système de son, c'était assez innovant, en fait. Et tout de suite, on l'a eu, y compris aux États-Unis, je me souviens très bien, des influenceurs qui ont posté des vidéos enflammées en disant ils veulent faire ressembler ça à Disneyland, etc. Mais en fait, tout l'éclairage à l'intérieur de Notre-Dame, qui avait déjà été changé en 2013 pour les 850 ans, n'a pas fait autant de débats parce que c'était bien fait. Marc Menon, on a vu l'extérieur de Notre-Dame pendant un petit moment, puisque en fait c'était le temps que Emmanuel et Brigitte Macron montent, vous voyez ces images en direct à nouveau, montent pour aller voir cette charpente qui est magnifique. Extraordinaire, avec ces ateliers, ces gens qui ont travaillé. Et alors, certains gestes, lorsqu'on se retrouvait devant l'équation de refaçonner cette forêt, on était incapable de comprendre comment les ancêtres avaient pratiqué. Donc il a fallu faire preuve d'une imagination afin de pouvoir recréer à l'identique cette charpente magnifique avec des arbres qui ont plus de 300 ans. C'est-à-dire que là aussi, vous vous rendez compte comment, en si peu de temps, il a fallu sélectionner ceux qui étaient appelés à avoir, j'espère, encore plus de durée que les éléments emportés durant l'incendie. Toujours est-il qu'on les a coupés, on les a acheminés, on les a travaillés et après on a trouver la capacité à les enchevêtrer les uns dans les autres. C'est quelque chose d'inimaginable en 5 ans seulement. Regardez, c'est magnifique. Atelier Perrault et atelier d'Hermont, voilà. On va peut-être écouter un peu parce que je pense qu'on est en train d'expliquer à Emmanuel Macron comment le travail a été fait. On discutait tout à l'heure avec Jean-Louis, c'est qu'au départ, tout part d'un simple gland, d'une petite graine. Ça donne un chêne immense qui permet d'obtenir ces charpentes. Et si on n'a pas le savoir-faire des forestiers, il faut, pour la flèche par exemple, il faut 13 générations de forestiers pour obtenir les bois dont on a besoin pour Notre-Dame de Paris. Si on n'a pas le savoir-faire des forestiers, des charpentiers, des taillandiers, on ne peut pas restaurer cette charpente. Donc la connaissance que les architectes en ont, par les relevés, est complémentaire de tous ces savoir-faire. Et donc aujourd'hui, on a une charpente qui est... on estime, nous, qu'elle est authentique, puisque c'est la charpente du XIIIe siècle,
reconstruite avec les mêmes méthodes, avec les mêmes outils, et Jean-Louis va vous en parler, et on a exactement les mêmes formes, les mêmes techniques. Et on a combien de pièces de bois? On a à peu près 2000 pièces de bois à peu près dans la charpente, à peu près 1000 chaînes, à peu près 2000 pièces de bois. Il a fallu choisir les chaînes un par un pour ces grandes pièces de bois qui sont d'un seul tenant. Ils viennent de la France entière. Ils viennent de la France entière. On a eu beaucoup de donateurs qui nous ont donné des chaînes. C'est une signature, ça. Alors, ce sont des marques d'établissement des pièces de charpente. On appelle ça la plumette des vers. Dans le lexique des charpentiers, il y a des noms en nombre, le franc, le contre-marque, qui permettent d'identifier chaque pièce. Aucune n'est interchangeable avec une autre. Donc chaque pièce est unique. Chaque pièce est faite dans un arbre. Un arbre produit une seule pièce dans sa section. Vous avez le cœur de l'arbre que vous retrouvez dans le cœur de la pièce de charpente. Vous avez une marque ici sous les yeux, c'est un établissement. Vous avez d'autres marques qui sont gravées et qui resteront pendant toute la vie de la charpente, en fait. Donc, et alors vous avez travaillé de quand à quand? De l'automne, il y a 2 ans, à récolter les arbres, à l'issue des plans et de toutes les études qui ont pu être menées. Les études qui permettent, à travers l'intervention des bureaux d'études, de confirmer la tenue de l'ouvrage, qui a vécu plus de 800 ans, mais telle qu'elle a été reconstruite en bois vert aujourd'hui, telle qu'elle sera plus tard au fil de son séchage, comment est-ce qu'elle va se comporter, tout fonctionne bien. Quelques petits ajustements très discrets qui ont été faits, mais sur les assemblages en bois. Cette charpente est assemblée essentiellement avec des assemblages bois sur bois et fixée avec des chevilles. Et notamment, vous avez une cheville comme ça. Il y en a 3000 dans la charpente. Comme celle qui sort derrière vous, ici. Ces 3000 chevilles, en fait, elles sont faites à la main par... en l'occurrence, c'est un charpentier qui a passé 4 mois avec des pièces de chêne qui est le même chêne que la charpente que vous avez sous les yeux, une à une, pour avoir un diamètre et correspondance pour assembler. Ici, c'est un tournon dans une mortaille, vous avez la même chose. Avant tout ça, en fait, ces arbres, la charpente commence, le gland bien avant, mais l'arbre récolté il y a 2 ans, un peu plus de 1000 arbres, en fait, 1300 arbres, et chaque arbre a été transformé en pièce de charpente, avec cet outil qui a parcouru les siècles, qui est donc la hache, que vous connaissez. Nous étions allés il y a quelques temps, Jean-Louis Georgelin lui offrait une hache qui nous avait conduit vers vous avec ce même outil. Aussi. Vous l'avez aussi. Donc en fait, alors ce étui protège parce qu'un charpentier protège son outil. Donc la hache, c'est un étui en cuir et qui a permis en fait d'avoir les traces que vous voyez sur les pièces de bois qui ont ces traces en fait produites par l'outil, mais d'abord un savoir-faire qui a parcouru le temps et qui a été transmis, conservé et de nouveau redéveloppé quelque part parce que Notre-Dame a rendu visible en fait le métier de charpentier qui est bien présent dans notre société. Sur le patrimoine encore plus aujourd'hui, rendre visible ce qu'il n'était pas forcément et en nombre. Beaucoup de jeunes charpentiers se sont investis dans nos équipes, en Anjou, en Normandie, pour les charpentes médiévales. Et aujourd'hui, certains ont ce savoir-faire, vont l'entretenir, le faire perdurer. Alors, des chantiers suivront, espérons-le, pour en fait mettre en action tout ça. Et nous avons besoin pour l'exercice de nos métiers, la transmission des savoir-faire. Et c'est un élément clé parce que s'investir dans un métier, charpentier notamment, c'est donner un sens à sa vie et qui nous conduit un jour peut-être, en l'occurrence, refaire les charpentes médiévales de la cathédrale. C'est vrai que c'est un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers comme ça qui ont été relancés par Notre-Dame. J'ai cru comprendre dans que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, Jésus était fils de charpentier, Joseph. Et on ne peut pas être dans un édifice religieux sans penser à Jésus et à Joseph, sinon c'est pas une église. Père Simon de Violet, ça se visite la charpente normalement ou pas? Écoutez, ça se visite tout à fait. D'ailleurs, j'ai une anecdote un peu triste à ce sujet, c'est que quand j'étais au séminaire, il y avait un peu le séminariste responsable des activités culturelles qui nous a proposé une sortie début 2019. Il n'avait pas trop d'idées et il a dit je vous propose la charpente de Notre-Dame. Tout le monde s'est regardé en disant non, c'est pas très intéressant. Et du coup, 3 mois plus tard, elle brûlait et on était un peu triste. Donc évidemment qu'on peut visiter cette charpente, évidemment qu'il va y avoir une foule, à mon avis, qui va vouloir le faire et qui va faire la queue pour ça. Alors je sais pas si... Je suppose qu'on pourra encore, mais c'est vraiment un monument exceptionnel. C'est vrai que Joseph était charpentier, c'est vrai aussi que, probablement, certainement, Jésus accompagnait son père sur les chantiers. Il y avait une grande ville grecque juste à côté de Nazareth, et donc il y a un savoir-faire et en plus un esprit chrétien très important. Je vous pose la question sur la visite parce qu'on remarque qu'en fait, il a perdu Anne Hidalgo, alors à moins qu'elle soit tombée dans les escaliers. je pense qu'elle n'est pas montée. Il n'y a pas Madame Dati. Il n'y a pas Rachida Dati, c'est ce que j'allais dire ensemble. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'ils sont très peu nombreux.
c'est pour ça que je me demandais si ça se visitait, parce que visiblement, ils sont très peu à être montés, Marc Menant, et c'est vrai qu'on peut se demander effectivement si c'est un endroit qui va être encore visitable. Ça, je ne sais pas. Déjà, apparemment, il sera très difficile d'avoir accès à Notre-Dame, étant donné le nombre de personnes qui veulent connaître cet instant de communion avec la résurrection de ce flamboiement, je dirais, architectural et cette incandescence de foi. On pense à 15 millions. Hein. Ouais, ce qui est intéressant, il nous faut aussi avoir une pensée pour le Père Hugo. Car sans le Père Hugo, elle ne serait pas là. Elle aurait disparu. Dans notre livre, Ces grands destins qui font l'histoire, on raconte... Bien joué, Marc Menant. Non, page de plus gratuite et le livret. Très bon, vous avez raison. Non, mais parce que... C'est offert, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est bon, très bien. Je vous remercie. Non, mais sans Hugo, ça n'existerait pas. Hugo a écrit quelle est cette décrépitude. Et ça, c'était au début du règne de Charles X. Et après, les Trois Glorieuses, il... a l'idée d'écrire le roman Notre-Dame. Alors il perd un peu de temps, il part en vacances et son éditeur le rappelle à l'ordre en disant « Dites donc Hugo, je vous ai versé des avaloirs, si au mois de février vous ne m'avez pas remis le manuscrit, ça vous coûtera tant par jour perdu. » Et là, Hugo décide de s'enfermer dans son appartement. Il se rend dans les boutiques pour acheter les plumes d'oie, pour acheter l'encre, un vieux pullover, ses enfants appelleront ça la peau de l'ours. Et les vêtements qu'il porte au quotidien, il les enferme dans une armoire, prend la clé, la retire, la jette, afin de ne pas être tenté de connaître de temps en temps le désir de l'évasion. Et en 3 mois, il écrit Notre-Dame. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On est en 1831. Audon-Vallée, cette charpente, elle est incroyable. Alors écoutez, attention. Incroyable, qu'est-ce que ça veut dire? Croire ou ne pas croire? Moi, je trouve ça superbe, en fait. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est pour essayer de changer de mot, pour plutôt dire c'est magnifique depuis tout à l'heure. Donc, excusez-moi, j'essaie de trouver des synonymes, en fait. Extraordinaire, mais de beauté, etc. Il est vrai que les charpentes, ça vieillit. Qu'est-ce qu'elle sera dans 100 ans ou 200 ans? Mais pour l'instant, il faut dire que les charpentiers ont fait un travail sans égal. Voilà. Notre-Dame de Paris, c'était le chantier du siècle. En tout cas, ça a été présenté comme ça à plusieurs reprises. Retour sur ce chantier. C'est grâce au savoir-faire de 2000 ouvriers et artisans que Notre-Dame rouvrira ses portes dans une semaine. Un chantier titanesque, supervisé par l'architecte Philippe Villeneuve. Étape par étape, l'édifice religieux a retrouvé ses apparats, comme sa fameuse flèche installée à 96 mètres de hauteur depuis presque un an et sur laquelle le coq a pris place depuis le 16 décembre 2023. Ou encore les 8 cloches du beffroi nord. La charpente a elle aussi été recréée et à l'identique. Ses dimensions sont impressionnantes, 100 mètres de longueur par 13 mètres de largeur dans la nef. Les vitraux datant du 19e siècle et qui n'ont pas été endommagés pendant l'incendie ont été nettoyés et restaurés. Ils seront remplacés par des vitraux contemporains dans les prochains mois, comme le souhaite Emmanuel Macron. Le week-end prochain, fidèles et visiteurs découvriront un axe central épuré et un tout nouveau mobilier liturgique minimaliste. Plus que 8 jours d'attente pour redécouvrir ce lieu unique. Voilà, et on revient sur ces images en direct donc de Notre-Dame. Vous le voyez, nous sommes sous la charpente avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui sont en train de regarder, de découvrir ce qui a été fait et refait en 5 ans. On a vu le mobilier un petit peu, Père Simon de Viollet, dans les images qu'on vient de voir. C'est vrai que c'est aussi très simple, tout ce qui a été fait. On est dans la simplicité et ça va très bien, je trouve. Je pense que c'est l'idée de Yona Vautrin qui a fait notamment ces chaises, là, ces centaines, ces milliers de chaises pour pouvoir peupler Notre-Dame. Il y a aussi des bancs de prière, il y a des agenouilloirs, des prie-dieu. Enfin, c'est un peu développé sur différentes nuances selon les lieux à l'intérieur de la cathédrale ou dans le chœur. Je pense que l'idée principale pour elle, c'était de laisser passer un peu la lumière. C'est peut-être ce qui manquait un peu dans les chaises juste avant, qui étaient très bien, très confortables. Mais celles-ci, qui sont aussi réputées très confortables, on le saura très bientôt, veulent un peu laisser passer cette lumière nouvelle, renouvelée dans la cathédrale, qui vraiment sera la grande nouveauté. Je pense quand on va rentrer
l'entrée. C'est surtout ça qui va changer. Évidemment, il reste les vitraux du 19e un peu lourds avec ce rouge, ce bleu, etc. Mais quand même, ça n'aura plus rien à voir et certainement les chaises vont participer un petit peu. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur, parce que je me suis posé la question sur les débris de l'incendie. C'est intéressant parce que sont devenus les débris de l'incendie, parce qu'il y a des choses qui ont encore à la fois de la valeur et puis c'est historique en même temps. Et bien moi j'ai découvert en préparant cette émission que ces débris étaient aujourd'hui conservés dans un lieu tenu secret. Ils sont conservés, ils ont été récupérés, inventoriés et il y a des milliers de vestiges en bois, en pierre et en métal. C'est un véritable trésor. Ah oui. Regardez, on a réussi à y accéder. Regardez les images. Elles sont rares, les personnes pouvant accéder à cet entrepôt francilien. Risque de contamination au plomb oblige, le port de la combinaison intégrale y est obligatoire. Ici sont stockés les vestiges de Notre-Dame, de la charpente du XIIIe siècle aux voûtes en passant par la flèche. À partir de ces éléments, la reconstruction le plus proche de l'identique, il y a toujours des petites choses, on n'a pas les réponses, ont pu être faites. Un trésor d'une valeur inestimable, aussi bien pour les fidèles catholiques que pour les archéologues. Ce sont des objets qui sont protégés au titre des monuments historiques. Ils sont classés monuments historiques et ils sont destinés à l'étude, à la conservation et à la science. Les recherches sur la construction en bois se concentrent actuellement sur la charpente du XIIIe siècle. Les éléments des charpentes issus des rénovations du XVIIIe et XIXe siècle ont quand même été prélevés pour anticiper de futures recherches. On peut très bien imaginer que dans 20, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, des chercheurs aient une thématique de recherche sur la charpente 19e par ou 18e et peut-être des moyens nouveaux que l'on n'a pas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, ils seront bien contents d'accéder à ces vestiges. Un travail de stockage titanesque qui n'avait jamais été réalisé avec une telle ampleur. La récolte de tous ces éléments après l'incendie avait demandé 20 mois de travail. Audon-Vallée, je ne sais pas si vous saviez que c'était stocké et archivé de cette façon. Moi, je dis que c'est une très bonne chose de faire des stocks, à une exception près, le plomb. Ouais, Il y a des dizaines de milliers de Français qui travaillaient pour des journaux au plomb. Vous avez vu qu'il faut être équipé de combinaisons. Notre équipe a mis une combinaison, etc., pour pouvoir accéder à cet endroit. Oui, mais il faudra aussi rendre hommage aux malheureux qui travaillaient pour les journaux et qui sont morts à cause du plomb. Le plomb étant un métal qui est épouvantable pour ceux qui travaillent avec le plomb. Et d'où le courage des pompiers. Ouais. Oui. Qui, lors de l'incendie... Vous avez raison d'en parler de leur hommage. Vous avez tout à fait raison. C'est incroyable. C'est-à-dire que ces hommes... Tout à l'heure, je crois que c'est à la fin de l'émission de Pascal ou au début de la vôtre, je vous écoute, mais j'ai oublié le point de repère. Sur ce fait qu'à un moment donné, il est question de... Est-ce que l'on risque la vie des hommes, donc des pompiers, et on perd Notre-Dame, ou est-ce qu'on s'engage? Et c'est là, vous vous rendez compte comment les uns et les autres font fi de leur propre existence afin de se donner pour sauver ce témoignage, je dirais, ce cadeau de nos ancêtres de 8 siècles. C'est un moment de communion exceptionnel. Ça nous lie encore plus à Notre-Dame. Et je dirais que à cette époque où on est déstabilisé par des cultures venues d'ailleurs, il y a un foyer, étant donné le mot foyer, le sens qu'il peut avoir par ailleurs. Mais une maison. Voilà. C'est une maison en plus pour une église. Mais un endroit d'œcuménisme, c'est-à-dire que les pompiers s'occupaient pas de savoir s'ils étaient croyants, pas croyants. Ils ont engagé leur vie pour sauver ce monument. C'est extraordinaire. Donc Notre-Dame, c'est la France. Ah oui. Moi, je crois que c'est au-delà de la France. 150 pays qui ont donné. Audon-Vallée, peut-être qu'effectivement le Sacré-Cœur attire, mais parce que c'est au-dessus de Paris, on domine, etc., etc. Mais on ne peut pas comparer architecturalement le Sacré-Cœur et Notre-Dame. On ne peut pas comparer la foi que l'on ressent, même quand on est impie comme moi. Lorsqu'on entre dans le Sacré-Cœur, on visite un monument. Quand vous entrez dans Notre-Dame, il y a quelque chose qui s'empare de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait pareil à l'intérieur de ce lieu invraisemblable qui est Notre-Dame. Parole à la défense, Audon-Vallée. Alors, n'oublions pas que les pompiers de Paris sont des militaires
ils obéissent à la porte de Champéret. C'est là qu'est le PC. Oui, mais la question s'est posée, et c'est vrai ce que dit Marc Menant, la question s'est posée de savoir est-ce que ça mérite, on va dire comme ça, est-ce que ça mérite de sacrifier des hommes que de les envoyer pour essayer de sauver Notre-Dame? Bien les pompiers, je vous assure qu'il y a des hésitations avant de prendre une décision très ferme. On a peur, vous savez de quoi? Que les pompiers de Paris en aient assez de prendre des risques comme ça et qu'ils aillent chez les marins-pompiers de Marseille. Non, mais je voudrais savoir ce qu'on voit à gauche, mon père. Alors là, on a un beau zoom sur l'Oculus. Vous savez que la flèche s'est effondrée, elle est tombée à l'intérieur du toit et dans la cathédrale, écrasant tout sur son passage avec des torrents de flammes et de plomb fondu. Et on a ici ce bel Oculus qui a été entièrement refait parce que, un peu plus tard dans la soirée, mais je crois qu'on n'a pas tellement d'images de ça d'ailleurs, la flèche s'est effondrée sur elle-même. Parce que quand Emmanuel Macron rentre à l'intérieur de la cathédrale... Vous devenez journaliste, attention. Non, mais il fait gentil tout le monde. Il rentre vers 23h et on voit cette image avec l'Oculus ancien et du plomb fondu qui coule comme ça et qui tombe à l'intérieur. Image très impressionnante. Puis après, les portes se referment et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais plus tard dans la nuit, ça s'effondre. Toute la croisée du transept vient tomber sur le sol, défonçant l'hôtel principal de Jean Touré. Et c'est pour ça qu'on change d'hôtel d'ailleurs. Et maintenant, on a tout reconstitué comme à l'identique. Effectivement. Marc. Alors, on revient sur ce plomb qu'ils font. Ouais. Et quand vous dites au Don Valais, les pompiers, oui, mais c'est pour sauver des vies. Là, il n'y avait plus de vie à sauver. Ouais. Il fallait sauver de la pierre. Il fallait sauver... Regardez cette image superbe. Voilà. C'est magnifique, là, ce qu'on est en train de voir. Et alors, puisque, mon père, vous évoquiez cette flèche qui s'effondre, n'oublions pas, dans les petits signes, pour ceux qui, comme vous, sont dans la foi, il y a ce coq qui miraculeusement, eh bien, est en entier. Il sera récupéré et replacé au sommet de la flèche. C'est des signes, ça, pour vous, mon père? Quand on est catholique, quand on est père comme vous, ça fait partie des choses que vous notez? C'est des signes? Parce que Marc Menant le note, lui qui est impie. Non, mais tout le monde peut le noter. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose que moi, j'oublie pas. C'est que quand Notre-Dame a brûlé, moi, j'ai appris ça. Ce jour-là, c'était une journée de prière pour les séminaristes. Donc, tout le monde était réparti dans des petits lieux de prière à Paris, etc. Certains m'ont appris que le lendemain matin, que Notre-Dame avait brûlé. Moi, j'étais revenu un peu plus tôt, impie que j'étais sans doute aussi. Et du coup, j'ai vu que la cathédrale, on m'envoie des textos, ça brûle, ça brûle. J'ai tout de suite bondi sur mon vélo, je suis allé voir et j'étais sur les berges de Seine pendant que tout ça est arrivé et pendant que la flèche tombait, etc. Donc, j'oublie pas non plus toutes les personnes qui se sont mises à prier, des Je vous salue Marie, réciter des rosaires comme ça, parfois à genoux sur le pavement, pendant que tous les Parisiens se mettaient sur les berges de Seine. Il y avait quelque chose de spirituel et de très porteur ce soir-là. L'archevêque, très discrètement, est venu se mettre au milieu de ces foules. Je pense que c'était un moment de communion dramatique, mais profondément unifiant. Et aussi unifiant religieusement, c'est clair. Je vous propose de revoir, justement, vous allez me dire ce que vous ressentez, de revoir les images de l'incendie. Justement, regardez, on va revoir les images de ce jour-là. Voilà. Quand vous revoyez ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Là, j'étais exactement à cet endroit, au bout du pont Notre-Dame, et il y avait le magnifique hôtel Dieu, malheureusement, qui barrait, donc je voyais pas tout. Mais quand la flèche est tombée, j'ai entendu, les souffles coupés et les cris dans la foule, quoi. Donc ça, c'est toujours quelque chose. Et puis on s'est dit, mais où est-ce que ça va s'arrêter? On n'en avait aucune idée. Quand moi je suis parti me coucher, ça brûlait encore. Oui. Donc c'était très... Et effectivement, les pompiers ont dit, on est passé... C'est très impressionnant. Quand on revoit les images, là, on se dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut en être là avec une cathédrale qui est entièrement rénovée, qui est superbe à ce point-là, Marc? Et ne pas oublier qu'elle fut chancelante quelques jours après, même quand l'incendie avait été éteint, on craignait qu'elle ne tombe, donc qu'elle s'effondre. La couronne d'épines. La couronne d'épines a été sauvée. Mais comment arrive-t-elle à Notre-Dame? Eh bien, c'est sous Saint-Louis. Saint-Louis qui ensuite créera la Sainte-Chapelle pour abriter les reliques de la Passion. Mais au moment où la couronne d'épines se présente à Paris, le roi mènera une grande procession. Il est pieds nus, dans la tenue la plus dépouillée, avec les évêques à ses côtés, et il dépose la couronne d'épines au sein de Notre-Dame. C'est dire, là encore, le symbole de ce monument. C'est pas simplement quelque chose qui vous prend
dans votre force intérieure et qui l'attise. Et regardez le contraste, c'est le on revient lieu en direct là. Voilà. Après ces images, le retour au direct, c'est incroyable. On se dit, mais c'est incroyable. Et c'est le lieu où siège la couronne d'épines et qui miraculeusement, là aussi, a échappé à l'incendie puisqu'elle était juste à côté. Ouais, effectivement, et c'est vrai que là, on est en train de revoir l'extérieur. On peut dire un mot sur l'extérieur, peut-être, mon père ? La façade est extraordinaire. Quand on contemple cette façade, on voit surtout une régularité, une symétrie, quelque chose de très élégant. Il y a 3 gros niveaux. Elle fait 44 mètres de long et 69 mètres de haut, ce qui n'est pas très très haut, hein, mais elle devait être coiffée effectivement de tours beaucoup plus hautes et pointues. Il s'est même posé la question, hein, sous Viollet-le-Duc, est-ce qu'on refait justement des clochers plus hauts sur les tours ? Cette façade, elle a été finie à peu près vers 1250. Donc en 1250, sous Saint-Louis, on pouvait la contempler à peu près telle qu'on la voit maintenant, sauf qu'il y avait quelques petites différences, évidemment, que le 19e siècle a assumées. Il n'y avait pas toutes ces chimères, elles ont été rajoutées entièrement par Viollet-le-Duc. Il y avait des gargouilles, hein, qui sont médiévales, qui sont encore là. Et puis on voit ces 2 tours extraordinaires. La tour nord est un peu plus large que la tour sud. Ah, c'est pas les mêmes ? Ah non, il y a des petites différences. Souvent on imagine... Oui, je pensais que c'était les mêmes, moi. Ça reste c'est pareil à Saint-Sulpice. Tout à fait. À Saint-Sulpice, c'est même encore plus flagrant parce qu'il y a eu vraiment plusieurs étapes. Mais à Notre-Dame, on a voulu faire exactement la même chose, mais il y a des toutes petites différences pour l'œil un peu aiguisé. Et puis Viollet-le-Duc est passé par là en rajoutant des statues qui n'existaient pas. Par exemple, Adam et Ève sur la balustrade au-dessus des rois de Juda, qui ne sont pas du tout les rois de France, comme on l'a cru pendant la Révolution. D'où d'ailleurs la décapitation des rois de Juda par les révolutionnaires. On a retrouvé leur tête en 1977, rue de la Chaussée-d'Antin. Incroyable ça, lors d'un chantier. Donc non, c'est magnifique, c'est sûr. C'est superbe, les images sont superbes. Alors il y a l'extérieur, hein, qu'on est en train de voir, il y a l'intérieur qu'on a vu. Et puis je voudrais qu'on s'arrête un instant quand même sur les prêtres qui vont être habillés avec de nouvelles tenues qui sont signées Jean-Charles de Castelbajac. Alors ça c'est intéressant aussi. Marc, visiblement vous ne le saviez pas. Non, non. Vu la forme de votre bouche quand je l'ai dit. On va regarder justement, vous allez voir ces tenues, moi je les trouve très moderne et très belle. Donc vous voyez, je suis vous voyez à moitié vieux con, simplement. Regardez. L'étiquette qui est comme très très belle, donc je suis très fier. Jean-Charles de Castelbajac a choisi le blanc comme teinte dominante, une couleur portée lors des grandes fêtes chrétiennes. J'ai installé, vous voyez, ma croix au centre. Le couturier découpe des feuilles de papier jaune, bleues, rouges, vertes, et les éparpille autour d'une croix dominante. Des motifs simples, épurés pour la chasuble, vêtements destinés aux évêques. Une croix qui diffuse la joie, l'espérance, le vivre ensemble par la multiplicité de ses couleurs. Elle symbolise aussi Notre-Dame par l'or. L'artiste qui a été chargé par le diocèse de Paris de créer l'identité de la nouvelle paramantique de Notre-Dame a opté pour la modernité. Le vêtement liturgique, selon moi, doit avoir une allure, un maintien, et sans pour autant être celui de mon enfance, c'est-à-dire brodé, ostentatoire, qui établissait une distance. Durant plus d'1 an et demi, 700 tenues haute couture ont été réalisées par les meilleurs artisans français. Destinées aux grandes célébrations liturgiques, elles seront à l'honneur lors des célébrations de la réouverture de la cathédrale, les 7 et 8 décembre. Vous en pensez quoi, mon père ? Écoutez, c'est très intéressant de voir que sur ces chasubles, il y a tout un motif qui pourrait aussi évoquer un peu l'incendie. Il y a cette croix qui rappelle la croix de gloire, hein, de Couturier dont on a parlé. Il y a aussi toutes ces petites langues multicolores qui s'en échappent, qui rappellent le feu de la Pentecôte, plutôt que celui de la cathédrale, mais aussi les petites piques de la couronne d'épines. Et celle qui va être portée par l'évêque, les prêtres vont en porter une qui a un motif qui ressemble beaucoup, pour montrer un peu le lien qu'il y a entre le prêtre et l'évêque. Donc moi, je vais porter ça le 8 décembre, parce que je serai là-bas pour représenter ma paroisse du 12e. Et puis, il y aura aussi, il y a tout un tas de personnes qui vont les porter, les prêtres, les vicaires généraux, les évêques et les évêques auxiliaires. On va voir un peu comment est-ce que ça pèse sur le corps. Mais ça va peser quelque chose qui sera peut-être historique. Oui, et puis il y a un vrai côté moderne dans l'air du temps. Mais c'est l'incandescence de la foi aussi. C'est-à-dire, vous voyez ces petites étincelles qui sont là, c'est la foi qui se diffuse. Voilà, qui diffuse, qui rayonne sur l'ensemble de la chasuble. C'est très réussi, je trouve. Oui, je suis d'accord aussi. Odon Vallée. Alors écoutez, Castelbajac, c'est une famille qui est assez chrétienne, hein, parce qu'une partie de la famille allait chaque année au pèlerinage national de Lourdes. Et je trouve que Castelbajac a réussi à faire des vêtements qui sont chrétiens. Voilà.
Père Simon de Violet, on dit beaucoup quand même que l'Église chrétienne, elle est un peu engoncée dans son histoire, qu'elle n'est pas moderne. Alors là, avec ces vêtements, il y a du modernisme. Vous, je vous l'ai dit quand vous êtes arrivé sur le plateau, j'ai dit, tiens, c'est bien de voir un prêtre jeune. Est-ce que ça manque pas un peu de fraîcheur et de jeunesse ? Alors, d'abord, pour Castelbaja, j'aimerais juste préciser qu'il n'en est pas à son premier essai. Il avait déjà dessiné et cousu toutes les chasubles pendant les JMJ de 97, il y a presque 30 ans. Et en fait, on voit toute une familiarité entre ces chasubles de l'époque de Jean-Paul II et les chasubles actuelles de l'époque de François. La modernité, elle peut s'exprimer par là. On a parlé aussi des vitraux, donc il faut le faire avec beaucoup de prudence quand même. Mais il faut que ça puisse être mis en avant de façon à ce que ça ne divise pas. Vous l'avez dit, il y a un risque de quelque chose de clivant. Avec ces chasubles, a priori, le risque est pas... J'avais ouvert un peu, je parlais là plus globalement de la religion, de vous, de ceux qui représentent la religion, de vous personnellement. Alors vous voulez dire la modernité? Oui, la modernité un peu, parce que pour beaucoup, en fait, l'Église catholique, elle est un peu engoncée dans son passé, elle n'est pas ouverte sur le monde d'aujourd'hui. Vous, on voit bien, quand on vous entend parler, on voit bien que vous êtes de notre époque. Voilà. On va passer la soirée avec le Père Violet. Ah bah écoutez, cela ne nous regarde pas. Mais voilà... Non, mais c'est une question de forme aussi. Par exemple, moi, je suis un peu sur les réseaux sociaux et je fais partie de tout un groupe, le réseau bien sûr. Akoutis, qui essaie justement de se mettre en avant pour promouvoir justement une parole un peu adaptée au code d'aujourd'hui. Et c'est un super exercice parce qu'on se rend compte comme ça, en allant à la rencontre du monde et du monde du 21e siècle, que les gens, même s'ils ont tous des aspirations fidèles, qui sont toujours les mêmes époque après époque, qu'ils ont une forme, une façon de parler, de questionner qui est différente, et je trouve que les évêques font pas mal d'efforts quand même pour aller un peu... je vous donne la parole dans un instant. On dit beaucoup que dans les églises aussi, c'est énormément de personnes âgées. C'est vrai. En fait, d'abord, il y a toujours eu des personnes âgées dans les églises, et ensuite, c'est très bien qu'il y ait des personnes âgées pour qu'on s'en occupe. Non, mais c'était pas un reproche, mais c'est-à-dire, voilà, on a du mal à avoir des jeunes. En fait, je pose la question dans l'autre sens, si vous voulez. Je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, à titre personnel, en tout cas, c'est plutôt un peu démenti parce que on a eu un gros creux avec le Covid que tout le monde, dans les associations, dans les milieux d'engagement, a ressenti, mais ça explose un peu depuis 2 ans à peu près. On a plus de catéchumènes, on a plus de jeunes dans la prière, on a plus d'enfants qui se préparent au baptême, à la première communion, etc. Et probablement, on va avoir aussi un sursaut dans les vocations et les ordinations. C'est un peu nouveau pour nous. Donc on essaie un peu de mettre toutes nos forces là-dedans avec bienveillance et patience. Il y a beaucoup de jeunes prêtres comme vous? Il y en a pas mal, mais ça dépend des années. C'est toujours un peu en fait en dents de scie. C'est pour ça que c'est difficile quand on voit chaque année, il y a X personnes qui vont être ordonnées en France. Il faut faire plutôt sur 5 ans pour avoir une idée un peu générale. Mais nous, on était 7 à être ordonnés en plein Covid. C'était en 2020. Et puis l'année suivante, ils étaient 12. Donc en fait, ça dépend vraiment d'une année sur l'autre. Alors, on va revenir au direct avec ces images qu'on est en train de voir. Vous pouvez nous dire où se retrouve Emmanuel Macron? Bien sûr. Alors en un mot, là, c'est la barrière du cœur. Une magnifique barrière. Là, on est, je pense, dans la barrière nord. Elle a été entièrement restaurée, vous voyez. Ils ont bien fait attention à faire ressortir toutes les couleurs, toutes les dorures. Elle date de la toute fin, le dernier tiers du XIIIe siècle. Donc là, c'est magnifique. On voit Jésus qui rentre. Oui, expliquez-nous ce que c'est exactement, parce que les gens savent peut-être pas. Tout autour du cœur de Notre-Dame, il y avait ce U, en quelque sorte, là, qui passe par le nord, qui passait devant. Donc il n'y avait pas d'accès direct au cœur, parce que ça faisait une barrière, la fameuse barrière du cœur, détruite au début du XVIIIe siècle pour les modernisations. Là, on voit avant-après. Ils ont bien rehaussé toutes les couleurs. Et elles ont été posées ici sous le règne de Philippe le Bel, Philippe IV. Donc au nord, un peu avant, au sud, tout début, vers 1300, 1305. Et donc ça montre des scènes de la vie du Christ, tout simplement, avec ici des noms d'archevêques et leurs armes, avec des donateurs, avec d'une fraîcheur extraordinaire, cette restauration. Et ça vaut vraiment le coup d'être observé, parce qu'au Moyen-Âge, elles étaient déjà peintes. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'on les a recouvertes d'un badigeon blanc, parce qu'on trouvait que c'était trop sombre. Et alors, ce sont les dinandiers, parmi les 80 métiers qui se sont manifestés pour cette restauration, il y a les dinandiers. C'est quoi les dinandiers? Eh bien, les dinandiers, ce sont ceux qui font les petites feuilles, soit en or, soit en plomb, afin de donner ces couleurs exceptionnelles. Ah, d'accord. Voilà. Ça s'appelle un dinandier. Un dinandier. J'aurais appris un mot, moi. Eh ben voilà, vous êtes un peu moins con, ça fait 2 fois moins. C'est ça. Je pense que dans quelques années, ce sera bon. Vous vouliez parler tout à l'heure, on parlait des vocations, Marc, et ça vous a interpellé, vous vouliez poser une question ou réagir? Ce qui m'étonne, c'était la modernité incarnée par Jean-Paul II.
Cette modernité qui d'ailleurs était dans l'apparence, car c'était plus un homme de tradition. Mais le pape François, aujourd'hui, donne plutôt ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc, un côté un peu vieillot. Est-ce qu'il n'y a pas là, pour vous... je suis pas sûr qu'il puisse répondre à votre question. Non, mais je me tourne vers le père Violet. Oui, justement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y en avait un qui était un prosélyte naturel, qui a d'ailleurs créé ces grandes fêtes de la jeunesse, et que là, le pape François, c'est pas... En fait, il faut remettre les choses en perspective. Quand Jean-Paul II est arrivé sur le siège de Saint-Pierre, il était pas âgé, et puis il est resté 25 ans, 27 ans, alors que là, on a un pape François qui est à un peu plus de 10 ans de mission, mais qui a bientôt 88 ans. Jean-Paul II n'a jamais atteint 88 ans. Oui, mais pour vous, est-ce que c'est pas dommageable? Pour vous, jeune prêtre... C'est-à-dire que... il y a clairement des difficultés qui se posent pour lui surtout. Par exemple, à mon avis, s'il ne vient pas à Paris et qu'il va plutôt en Corse, c'est parce que la Corse est à 300 km de Rome et qu'en 24 heures, c'est beaucoup moins... Alors, je vais vous poser la question autrement parce que soit vous ne voulez pas répondre, soit vous voulez pas répondre, soit vous avez mal compris la question, ou la question a été mal posée. Mais pas du tout pour ça. Est-ce que le pape est moderne? Le pape François? Ouais. Est-ce qu'il est dans l'air du temps aujourd'hui? Ça dépend sur quel sujet. Quand il vous parle de l'avortement, il est très 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 traditionnel. Quand il vous parle d'autres... Vous êtes en phase avec lui? Bien sûr. Quand il parle sur l'avortement, vous êtes en phase, par exemple? Bien sûr, évidemment. On ne va pas faire de polémique, mais c'est juste pour savoir. Quand il parle de la place des femmes dans l'Église, par exemple, c'est un peu plus nouveau. Donc en fait, dans la foi catholique, dans les usages, la foi, elle restera la même, de toute façon. Mais en revanche, dans les usages, dans la vie morale, dans certains éléments, il y a des matières qui peuvent se discuter, qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est un travail de toute l'Église, pas juste le pape François. C'est tous les évêques, ce sont même les prêtres. Non, mais il y a un sujet quand même, c'est que le 7 décembre prochain, le pape ne sera pas là. Ça, c'est une question, et ça a quand même donné lieu à une controverse. Et en effet, vous l'avez rappelé, il va en Corse. Alors, il va en Corse. C'est pas parce que Ajaccio et Rome sont sous la même latitude, en l'occurrence, c'est que, en effet, il faut une demi-heure en avion de Rome. Et il va en Corse parce que, d'abord, c'est un secret pour personne qu'il y a un lien très particulier entre le pape et le cardinal Bustillo, qui sont très proches. Et la réalité, c'est qu'il va en Corse parce que la Corse est aussi une terre où on a, ce qu'on parlait tout à l'heure, la revivification, j'allais dire, du sentiment chrétien, de très grande piété populaire. C'est-à-dire que ce que l'on voit en Corse aujourd'hui, et ça c'est très intéressant, vous avez un nombre de confréries extrêmement importantes qui sont en train de renaître dans des petits villages. Donc vous avez une foi qui est extrêmement vivante. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a un colloque sur la foi, sur la piété populaire qui est organisé. Donc la Corse, pour lui, c'est quoi? D'abord, c'est une terre vaticane, il faut le rappeler, historiquement, on l'a oublié, mais c'est une réalité. Et puis ensuite, vous avez en effet, j'allais dire, une expression chrétienne qui se vit tous les jours dans l'espace public et de manière... C'est ça qui est très important, et c'est ce qui change vraisemblablement de ce qui se passe ici sur le continent, très décrispé et très décomplexé, sans que cela pose de questions, finalement, par rapport à la question de la laïcité. Alors, la Corse étant une île, ayant une histoire très spécifique en l'occurrence, expliquant aussi cela. Donc c'est aussi la raison de la présence de ce pape en Corse, et c'est aussi la raison, parce que la Corse, c'est la Méditerranée. Voilà, et le pape a une vision sur la Méditerranée qui est très singulière. Alors, il y a du pour et du contre chez le pape François. Alors, le contre, c'est quand il est venu à Marseille et qu'il a dit « Je ne suis pas en France ». Oui. On aurait pu le virer. Macron pouvait le virer. Il aurait le droit. Écoutez, moi j'ai eu 2 élèves qui ont été ambassadeurs de France. Le pape, c'est pas un élève. Mais Napoléon l'aurait fait. Napoléon l'aurait fait. Il l'aurait enfermé. Et 2 papes, il a fait. Mais il a une immense force morale quand il dit ceux qui virent les migrants, ils ont commis un grave péché. Moi, je trouve qu'il accueille les gens qui viennent d'ailleurs. Alors, bien sûr, c'est un peu l'Église, en même temps. Ouais. L'Église, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où on accueille les gens, c'est la définition un peu de la religion, catholique la aussi. La force qu'il a pour dire, mais il ne va pas dire laissez-les dehors et on va... Enfin, franchement, il ne peut pas dire le contraire. Et puis, il est en Italie. Les Italiens sont un peu... Alors, attendez, juste parce qu'on va passer la parole à Thierry Cabane dans un instant, mais juste, Père Simon de Violet, je voulais savoir si le pape va vous manquer.
À Paris? Oui. Moi, je pense plutôt qu'il a bien fait de pas venir. Voilà, à titre personnel, parce que je vais vous dire, il a compris une chose aussi. D'abord, bien sûr, il y a tout ce qu'on a dit, hein, la préférence pour les thèmes de la Méditerranée, la piété populaire, la place de la religion dans l'espace public. Un exemple, peut-être, la Corse peut être un exemple pour toute la France là-dessus, et Paris qui est un peu crispé hein, sur ces questions. Et aussi la fatigue quand même, parce que Paris, c'est une visite d'État. Il faut aller à l'Élysée, il faut rencontrer tout le monde, il faut faire l'accueil. Il est en fauteuil roulant, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il voulait pas non plus faire trop d'ombre à Notre-Dame. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Ah, on peut dire ce qu'on voit là? Alors ça, c'est une très belle chapelle. Vous voyez, là, on a une très belle image de la restauration, des peintures. On a cette chapelle qui, évidemment, toutes les peintures hein, ici datent du 19e siècle. Mais regardez, hein, les dorures, les rouges, les bleus, tout ça a été refait entièrement dans cette chapelle du nord, de l'est de Notre-Dame. Et on voit que le président maintenant se balade un petit peu dans ces chapelles tout en haut. Je pense qu'il va sans doute passer aussi devant le reliquaire de la couronne d'épines un peu plus tard. Donc là, ça va être intéressant. Est-ce que c'est la chapelle où Louis XVI, en catimini avec Marie-Antoinette, sont venus assister à une messe en 1790? Alors c'est vrai que en février, je crois, 1790, juste avant de visiter l'hospice, l'Hôtel-Dieu, Louis XVI et Marie-Antoinette sont venus, avec d'ailleurs Bailly, le maire de Paris, écouter une messe basse discrètement à Notre-Dame. Là, vous voyez hein, la différence hein, dans la restauration avant-après, extraordinairement beau. Je pense qu'on est dans la chapelle Saint-Marcel. Alors il y a plusieurs monuments là-dedans. Monseigneur de Bellois, justement, qui a fait la transition juste après la Révolution, au moment du Concordat. Et puis Monseigneur de Quelen, qui a été archevêque aussi au début du 19e siècle. Alors, on va retourner sur place. On va écouter les explications qui sont données. L'occasion pour moi de vous remercier, en tout cas. Merci à tous les quatre. Merci, mon père. Je crois que vous allez revenir souvent dans cette émission parce que vous êtes formidables. Merci Arnaud, merci Odon, merci Marc. Et également, on écoute ces explications et puis ensuite, vous allez continuer à vivre, bien évidemment, cette journée exceptionnelle avec Thierry Cabane. Nous, on se dit à lundi et on est sur place dans Notre-Dame.